Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Qu'elle soit entrepreneur, ménagère, citadine ou rurale, le monde entier reconnaît en elle une force exceptionnelle. Au-delà des discours, il faut que les conditions de la femme burkinabé en particulier évoluent. C'est ce qui a été réitéré en cette matinée du 8 mars dans plusieurs localités du Burkina. Dès le début de ce journal, nous ferons le point sur la commémoration de la journée de la femme à Ouagadougou et dans les Hauts-Bassins. L'accès des femmes au secteur agricole est au centre de la commémoration. Plusieurs d'entre elles excellent déjà dans le domaine et nous le verrons dans ce journal. Nous avons également choisi de mettre en lumière un mal qui perdure, le mariage précoce. La région du Sahel est durement touchée par le phénomène. Il y aura bel et bien un second tour au Bénin. Lionel Zinsou et Patrice Talon, arrivés respectivement premier et deuxième, n'ont pas obtenu la majorité absolue. Très tôt ce matin, le président de la commission électorale a annoncé les résultats provisoires du scrutin qui s'est tenu le 6 mars dernier. Toute l'équipe du jour se joint à moi pour vous souhaiter à vous, nos chères téléspectatrices, une très bonne fête de la femme. La venue de l'indépendance à Ouagadougou était prise d'assaut par les femmes, mais aussi par quelques hommes solidaires de la lutte pour l'émancipation de la gente féminine. Le fil de la commémoration officielle avec Mokhtar Ouedraogo et Zalissa Sanfo. 8 mars 2016. Une année de plus encore dans la marche vers de lendemain meilleur pour l'autre moitié du ciel. Au Burkina Faso, les femmes répondent présentes à tous les corps de métier. Et au niveau agricole encore plus. Les statistiques montrent en effet que les femmes rurales occupent plus de 60% des activités de production agricole. Dans l'agriculture pluviale, elles représentent 52% des actifs des ménages, 45% dans la production maraîchère et 47,2% dans l'élevage. Des chiffres qui en disent long sur leur engagement. Pourtant, les femmes du Faso butent sur des obstacles au libre exercice de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. On peut retenir qu'elles ne sont pas propriétaires des terres qu'elles utilisent. Dans la plupart des cas, elles sont employées comme des ouvrières agricoles et n'ont pas accès à l'eau d'irrigation. Leur accès au crédit agricole reste limité du fait des garanties demandées par les institutions de crédit et elles manquent de moyens financiers pour l'achat des intrants et des technologies de production. Mais en attendant, toutes celles qui bravent ces obstacles et qui se lustrent en entrepreneuriat agricole ont été décourues. Outre ce défilé civil, militaire et paramilitaire orchestré majoritairement par des femmes, l'autre fait marquant du jour, c'est le port du Faso d'Anfani. Arboré fièrement par les uns et les autres, invite a été faite par la première dame de faire du port de ce pain une habitude. Et dans la région des Hauts-Bassins, c'est à la commune rurale de Péni qu'est revenu l'honneur de la commémoration. Les plaidoyers ont aussi porté sur l'accès des femmes à la terre, seul moyen d'être pleinement autonome dans le domaine agricole. Le point avec Drissa Traoré et Kadou Romenki. L'affluence est celle des grands jours. Pour cette célébration régionale du 8 mars à Péni, c'est devant un parterre d'hommes et de femmes, parmi lesquels quelques membres du gouvernement, que coutumiers et autorités administratives de Péni, alliés dans la lutte pour la cause de la femme, ont tenu leur discours. Discours empreint de l'épineuse question de l'accès des femmes à la terre. Dans cette région-là, les femmes n'ont pas accès à la terre. On a des femmes entrepreneurs, mais hélas, par problème de ce choix-là entre femmes qui n'ont pas droit à ça, l'homme qui a droit à ça, pose beaucoup de problèmes au niveau de notre région ici. Je pense que si les autorités pouvaient nous écouter, vraiment, et nous aider dans ce sens-là, ça allait bien partir. Pour le parrain de la cérémonie, il est grand temps pour la femme burkinabé de prendre en main son destin. Oui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je pense que d'abord il faut un engagement des femmes. Et à partir de cet engagement-là, les accompagnements peuvent venir. Et je pense que nous sommes bien outillés en tout cas pour les accompagner. Prestation à l'honneur de la femme, remise de cadeaux aux meilleures femmes cyclistes de Péni, défilé, ont ponctué cette cérémonie.
Rendez-vous est pris dans le Kénédougou pour le 8 mars 2017. Mais restons encore dans cette partie de la région des Hauts-Bassins. La zone est caractérisée par une forte présence de vergers. À peine 2% des femmes y sont propriétaires et les hommes régnant un véritable maître des lieux. C'est le constat que font Drissa Traoré et Kadou Romenki. Des vergers d'anacarde et de mangue comme ceci, on en compte plus de 500 dans la zone Péni-Toussiana. Ici, l'exploitation des vergers est une activité fortement masculine. Il faut reconnaître que le taux des femmes est très faible, peut-être au maximum autour de 2%. Ça ne dépasse pas ça, c'est le maximum. Une forte disparité genre qui nous plonge au cœur de la problématique de l'accès des femmes à la terre. Un thème soumis à réflexion pour la célébration du 8 mars 2016 au Burkina Faso. Pour le moment, c'est vraiment difficile aux femmes d'obtenir la terre. Donc nous pensons que ce thème, plus avec la sensibilisation, si possible, des chefs coutumiers, cela pourrait améliorer le sort des femmes pour que les femmes puissent bénéficier au maximum des terres. La disponibilité n'est pas aussi ça. Parce qu'il y a eu des ventes de terrain. Beaucoup de gens ont vendu parce que c'est très lucratif. La terre se fait rare et coûte cher, mais aussi les pesanteurs socioculturelles ne sont pas pour faciliter les choses. À Péni, l'on y croit dur comme fer. La femme est considérée comme une étrangère. Étrangère tant dans sa famille d'origine que dans sa belle famille. Difficile alors de la concevoir comme propriétaire terrien. Une fois qu'on lui donne tous les droits sur la terre comme les hommes, ces terres-là vont aller dans d'autres mains. Comme elle est appelée à aller dans une autre famille. C'est vraiment compliqué qu'une femme puisse avoir une terre et puis pouvoir l'exploiter comme verger. Ça pose problème. En toute sincérité, je ne vous le cache pas, ici à Péni, pour qu'une femme puisse avoir un terrain aujourd'hui, l'exploiter en son nom, ça c'est vraiment difficile. Cependant, tout n'est pas peint en noir. Djeneba Kone se trouve ici dans son verger. Elle en est propriétaire depuis 4 ans. J'ai hérité de ça. Après le décès du papa, j'ai négocié mon terrain avec les frères. Ils m'ont accepté et ils m'ont donné un terrain de 4 hectares. Bon, ça n'a pas du tout été facile. Ça n'a pas été facile. Mais au finish, peut-être qu'ils ont un pitié de moi, je ne sais pas. En tout cas, ils m'ont accepté. Des femmes propriétaires de vergers ici à Péni sont rares. Mais elles existent et sont la preuve que l'exploitation de la terre n'est pas l'apanage des hommes. Et oui, Sotiara Somé fait également partie de ces rares femmes propriétaires de vergers à Péni. Depuis 2012, elle s'est investie dans la production de l'anacarde. Allons à la découverte de cette femme planteur d'anacarde avec Madou Ouattara et Christophe Da. Comme un homme, cette commerçante de 32 ans originaire de Bati a fait de la production d'anacarde un métier. Il y a 4 ans, le projet de Sotiara Somé naissait dans cette superficie de 4 hectares, alors qu'elle était inspirée par ses frères employés dans les plantations en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire où j'ai vu mes grands frères travailler dans les plantations et j'ai décidé de revenir travailler au village. Arrivé, mon père m'a donné ce lopin de terre. J'ai demandé à ceux qui m'ont dévancé si une femme pouvait travailler dans ce domaine et ils m'ont dit que c'était possible. Sotiara est aujourd'hui à la 2e récolte des noix de cajou. Elle espère gagner mieux que les 150 kg de la précédente récolte. L'année passée, j'ai eu un sac demi que j'ai vendu à un moment où les prix étaient vraiment bas. J'ai eu au total 24 200 francs et j'espère que cette année, la production va augmenter. À l'étape actuelle, les productions ne sont pas à la hauteur des ambitions de la productrice et en plus, elle doit faire face à des dépenses qui augmentent sans cesse. Actuellement, c'est un peu dur parce qu'il y a les intrants qui coûtent excessivement cher et en plus, je dois payer les manœuvres pour travailler. Malgré les difficultés, Sotiara croit en son projet, son souhait, servir d'exemple aux autres femmes de la région. Je ne veux pas que les autres femmes me regardent comme une femme qui a échoué en voulant faire un travail réservé aux hommes. J'irai jusqu'au bout
afin qu'elles sachent qu'elles peuvent faire comme moi. Il n'y a rien de tel que de voir une femme se bouger pour venir en aide à son mari, parce que comme tout le monde le sait, c'est difficile pour un homme de prendre à lui tout seul toutes les dépenses de la famille. Plusieurs milliers de tonnes d'amane d'anacardier sont produites chaque année au sud-ouest, même si les données statistiques sur le nombre de producteurs est rare, peu de femmes s'adonnent à cette activité. Madame Sommet et bien d'autres ne diront pas le contraire. Les hommes devraient suivre l'exemple du coparrain de cette journée. Le ministre en charge de l'agriculture a offert du matériel agricole aux femmes rurales. Le donateur entend ainsi contribuer à l'autonomisation économique de la femme burkinabé. Moussa Oudraogo, Nathalie Sawadogo. Des charrettes, des brouettes, une motopompe, des kits d'irrigation, des sacs de soude caustique, des sacs de bicarbonate, des bidons d'huile de coco et de beurre de karité, bref, d'une valeur de plus de 9 millions de francs CFA, c'est le cadeau du ministre en charge de l'agriculture, coparrain de la célébration de la Journée internationale de la femme, aux femmes du Burkina Faso. Par ce geste, le ministre entend jouer sa partition dans le processus de l'autonomisation économique de la femme burkinabé. Elles ont toujours été au combat pour le développement. Elles travaillent pour leurs enfants, pour leurs époux, pour leur épanouissement social, pour l'amélioration de leurs revenus. Et elles sont au combat, au devant des combats du développement de notre pays. Les femmes rurales au Burkina Faso se heurtent à de nombreuses difficultés dans l'entrepreneuriat agricole. Et ce geste du ministre de l'Agriculture est un signal quant à la prise en compte de ces préoccupations. Avec une très grande satisfaction que nous avons accueilli ces dons que mon collègue ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques a bien voulu offrir aux femmes battantes dans le milieu agricole. Et pour la première responsable du dit département, ce matériel sera distribué équitablement aux femmes qui se sont distinguées sur le terrain. Du matériel qui viendra certainement soulager des femmes comme celle de Numundara dans les Hauts-Bassins. Depuis une vingtaine d'années, elles font de la production du beurre de karité une référence. Regroupées en association, leur principale difficulté réside justement au manque de matériel performant. Drissa Traoré, Moumouni Barou, reportage. Ces femmes sont de l'association Baramousso. La production du beurre de karité constitue leur principale activité à Numundara. À l'évidence, le processus de fabrication ne semble pas simple. La première étape, débarrasser d'abord les noix de leur pulpe. La manne est récupérée et lavée, puis séchée. Elle est torréfiée et nourrie jusqu'à l'obtention d'une pâte. À tous les niveaux de production, ces femmes n'ont pas droit à l'erreur, surtout sur le plan hygiénique, afin d'obtenir un produit pur et sain. Les femmes collectent les amandes qui sont bien mûres, tombées des arbres elles-mêmes. Bon, à la barataille maintenant, il y a des précautions même. Au moulin, il y a des précautions qu'il faut prendre. Non mélangées avec les farines. Non écrasées dans des récipients rouillés. Le travail s'est fait avec ça. Quand elles vont commencer les baratailles, il faut qu'elles se couvrent la tête. Mettre un cache-nez. Celles qui vont faire le barattage, elles vont prendre du savon, laver les mains proprement jusqu'à la coupe. Pour les membres de l'association Baramousso, la production du beurre de karité est une activité qui rassure et renforce la sécurité économique. Il y a beaucoup d'avantages dans la production du beurre. J'ai perdu mon mari, cela fait 10 ans. C'est avec le beurre que je me débrouille pour nourrir mes enfants. Je paie la scolarité de mes enfants. La maison que vous voyez derrière moi m'appartient et c'est grâce au bénéfice du beurre de karité. Vraiment, cette activité-là nous chasse de la pauvreté. Puisque ce sont des choses, les amants là, tu peux pas chercher en brousse. Déjà, c'est notre cacao du Burkina. Si tu as ça, bon, non seulement tu auras à manger dans ça,
tu vas faire du savon, faire la lessive. Vendre même, avoir de l'argent. Donc c'est très important pour nous. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'association n'a toujours pas accès aux véritables moyens de production. Ajoutez à cela le problème de déboucher sur d'éventuels marchés à l'exportation. Souvent, d'autres font des boules, aller au marché. On n'a pas de clients. Elles font des boules, aller au marché. Souvent, ça ne finit pas. Bon, par exemple, si elles amènent à Bobo aussi, ils ne vont pas trouver des clients fixes. Qui vont dire, ah, il faut tomber, il faut m'amener, je vais payer. Dans les années 2010, on avait une femme qui était à Bobo. Cette dernière, elle faisait du savon. C'est elle qui a été vraiment notre vrai client. Mais elle aussi, vraiment, dans ces années-là, elle a dit que les beurres là, que nous, on voulait vendre, si elle prend à ces prix-là, elle n'arrive pas à s'en sortir. Composée d'une centaine de femmes, l'association Baramuso a 2 décennies d'expérience en matière de transformation du beurre de karité. En plus de l'alimentation, le beurre de karité, que l'on surnomme parfois l'or des femmes, entre dans la fabrication des savons, des médicaments. Les résidus sont également utilisés comme combustible et fumier dans les champs. Et nous recevons sur ce plateau Madame Mariamé Touré-Ouattara. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame Peggy Ouedraogo. Alors vous êtes consultante sur les questions du genre. Oui. Et merci donc de nous accorder du temps en ce jour de 8 mars. Merci. Alors nous venons de le voir dans les reportages précédents, les femmes se battent malgré les préjugés. Pensez-vous que leurs conditions ont évolué? Oui, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de réagir en cette journée commémorative du 8 mars. Pour répondre à votre question, je pense que malgré les difficultés que les femmes rencontrent, nous constatons que depuis 2 décennies, il y a quand même des changements et même des amorces de transformation structurelle. Alors, je voudrais citer ici quelques facteurs qui peuvent témoigner que les choses évoluent positivement. Il y a d'abord cette prise de conscience au niveau des femmes elles-mêmes. Qu'elles soient du milieu rural ou du milieu urbain, les femmes ont compris que tout doit venir d'elles-mêmes d'abord. Donc, elles se battent chaque jour pour développer leur auto-estime, leur confiance en elles-mêmes. Et je pense que c'est le socle pour arriver aux différents stades de promotion, d'autonomisation et de changement. Ensuite, il y a aussi ce changement au niveau des hommes, sans lesquels nous ne pouvons pas continuer le chemin, qui soutiennent de plus en plus leur consoeur, leur épouse ou leur fille ou leur mère. Et je trouve que ça, c'est un élément très important parce que sans cette complémentarité et cette complicité entre les deux, il va être difficile. Il y a tout cet arsenal de politiques, de stratégies, de lois, de mesures favorables à l'égalité homme-femme qui aussi encouragent les femmes dans leur combat. Et de plus en plus, elles s'organisent pour faire des plaidoyers, pour revendiquer, pour influencer les politiques. Et ce qui a amené des changements tant au niveau de l'accès à la scolarisation des filles, au niveau de l'accès aux sphères de décision par les femmes et au niveau de développement des activités économiques que j'appelle unités économiques pour leur autonomisation. Alors, et cette année, justement, le doigt est mis sur l'autonomisation dans le secteur agricole. Est-ce que dans ce secteur-là, les hommes qui sont généralement les propriétaires terriens sont en train de changer de mentalité pour que cette autonomisation soit une réalité? C'est effectif. Je peux affirmer que les hommes en milieu rural sont en train de changer de mentalité. Parce que de plus en plus, les femmes rurales sont visibles. Elles s'expriment, elles s'organisent, elles font des plaidoyers pour influencer les décisions. Elles entreprennent des activités génératrices de revenus pour améliorer leurs conditions économiques. Et je suis sûre que sans le soutien de leurs compagnons, de leurs frères et autres hommes, ce n'est pas sûr qu'elles auraient pu avancer. Donc, de ma petite expérience en milieu rural, je constate que beaucoup d'hommes soutiennent leurs femmes et souvent, ils vont même chercher des opportunités pour elles. Et ils les accompagnent dans des formations, dans des séminaires, dans des voyages d'échange pour qu'elles puissent apprendre et améliorer leurs conditions. C'est vraiment un facteur très positif.
Alors, Madame Touré, dites-nous, quel est l'impact, selon vous, de la commémoration du 8 mars depuis ces dernières années au Burkina Faso? Vous avez parlé tantôt d'une prise de conscience des femmes, mais est-ce que aujourd'hui, ceux qui pensent qu'elles ne pensent qu'à la fête, à l'aspect festif, est-ce qu'on doit leur donner raison ou bien cette commémoration a vraiment une envergure? Je fais mienne votre question. Parce que jusque-là, il n'y a pas eu d'analyse, une évaluation de l'impact des commémorations de 8 mars. Officiellement, il n'y en a pas eu. Alors, je pense que là, on doit lancer un appel pour que 20 ans après, nous puissions savoir qu'est-ce qui a pu vraiment changer, quelle est la valeur ajoutée des commémorations de 8 mars en termes de conférences, de panels, de séminaires, de courses cyclistes, de toutes les activités que nous menons et l'uniforme qui a été institutionnalisé et tout ça, qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée à la condition des femmes, au changement de leur statut et aussi à l'émergence d'une complémentarité pour l'épanouissement hommes-femmes dans la famille, dans le pays et dans toutes les communautés. Alors, moi, j'inviterai les autorités de tutelle à se pencher sur la question pour qu'on puisse vraiment faire une évaluation de l'impact des commémorations de 8 mars. Je me réjouis que cette année, il y a eu une tentative, un début de recentrage vers le fond même de la commémoration du 8 mars, qui consiste à une introspection, à un bilan, à une projection, à une planification et à la prise de résolution pour avancer sur les questions de femmes. Que chaque femme puisse le faire ainsi que chaque homme. Alors, il faut faire un bilan. Merci à vous, Madame Mariamé Touré Ouattara. Je rappelle que vous êtes économiste en économie sociale et familiale. Vous êtes également consultante des questions de genre. Merci donc pour votre disponibilité. Merci. La suite de ce journal, et nous parlons toujours de la commémoration du 8 mars et que de débats autour de cette commémoration. Entre réflexion et réjouissance populaire, chaque femme célèbre la journée à elle dédiée à sa manière. Joséphine Ouedraogo, elle est bien loin de tout cela. Elle préfère travailler ce jour-là. Cette année encore, elle s'est rendue à son lieu de travail. Pour elle, le 8 mars rime avec abnégation au travail. Mokhtar Ouedraogo et Oumar Zombré l'ont rencontré. Suivez plutôt. Loin des défilés et autres réjouissances populaires du 8 mars, Joséphine Amédée Ouedraogo est à la tâche dans son bureau. Elle est directrice générale chargée des questions de l'assainissement au ministère de l'Agriculture. Mais elle est avant tout une femme. Une femme pour qui le 8 mars a un autre sens. Oui, c'est un jour de réflexion où on doit réfléchir beaucoup à la condition de la femme, à la situation de la femme. Et je pense qu'il y a un peu évolué et beaucoup de choses restent en fait. On voit des femmes docteurs, on voit des femmes professeurs dans des branches scientifiques, mathématiques et tout ça. C'est parce qu'on travaille beaucoup et on montre qu'on doit évoluer. Si on n'avait pas créé ce jour, je pense que la situation à laquelle les femmes sont aujourd'hui, on n'allait pas atteindre, parce que c'est un jour de réflexion. À sa descente du service, Joséphine Ouedraogo compte bien célébrer le 8 mars. Elle compte le faire avec ses camarades. Ce soir, nous, on doit se retrouver, parce que je fais partie d'un groupe de prière. Et ce soir, on doit se retrouver, discuter de la situation des femmes et puis prier pour les femmes. Moi, c'est ma manière comme ça de célébrer le 8 mars. Concernant la célébration festive de cette journée internationale, Joséphine Ouedraogo dit ne rien avoir contre, mais pour elle, seul le travail peut libérer la femme. Une journée studieuse comme celle que les femmes de la télévision du Burkina ont vécue une fois de plus. Elle exerce un métier habituellement exécuté par des hommes, le lavage des motos et des autos. De la satisfaction, elle en tire de la part de sa clientèle, de la curiosité, elle en suscite chez les passants. Mais elle reste fière du métier qu'elle a choisi. Son portrait avec Lamine Karantao et Mireille Carole Tougma. C'est sur ce site de fortune qu'elle essaie de gagner sa vie. Elle se nomme Kadissa Ouadougou. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie ne lui a pas toujours souri. Elle n'a eu ni la chance d'être scolarisée, ni le bonheur dans un foyer. Mais loin de s'apitoyer sur son sort, elle décide de se battre pour assurer sa pitance journalière.
Le métier qui l'a séduit, c'est le lavage des motos et des automobiles. Il y a juste le magasin de ma soeur à côté. Je venais passer la journée à ne rien faire. Je n'aimais pas cette situation. Je voyais un monsieur travailler ici. Je l'ai approché pour lui proposer mes services. Et c'est satisfait que ses clients repartent. Elle aime son travail et elle le fait avec amour. Cela même va motiver d'autres filles à s'investir dans le domaine. Et cela va nécessairement réduire le taux de chômage et de la pauvreté dans notre pays. Je viens ici chaque fois. J'amène ma moto à nettoyer depuis 3 mois. J'apprécie sa manière de laver nos motos. Je travaille avec Adi depuis 2 mois. La collaboration se passe bien. Des clients et des collègues admiratifs, des passants aussi, qui pour encourager, qui par simple curiosité, ils n'hésitent pas à s'arrêter. Bon, ça m'a surpris. Bon, j'ai fait demi-tour. Je suis venu la poser la question. J'ai dit, mais c'est toi qui lave ça. Il dit que c'est. Je dis, ah bon, à vous ici. Enfin, c'est la première fois que je vois ça. Je l'admire beaucoup. Parfois, je viens m'arrêter, les voir travailler. C'est donc sans complexe que Kadi exerce ce métier. Loin de la rendre riche, elle en est pourtant fière. Je lave les motos à 250 francs et les voitures à 1000 francs. Mon patron me donne 500 francs par jour. J'envoie un peu à ma maman et j'épargne un peu puisque j'ai un enfant. Ce gain n'est pas petit. Cela me permet de gérer mes petites dépenses. Moi, j'encourage beaucoup de femmes à bien travailler et contribuer aux charges de la famille. Dans un contexte de promotion de l'autonomisation économique de la femme, Kadi pourrait servir d'exemple. Il est 17h, l'heure pour elle de rentrer en famille pour porter une autre casquette, celle de la ménagère. Le mariage précoce, une pratique qui a la peau dure, surtout dans la région du Sahel. À 13 ans, parfois moins, des jeunes filles sont mariées de force et par ricochet obligées de quitter l'école. Malgré les actions de sensibilisation, la pratique demeure et prend même de l'ampleur. À la faveur de la commémoration de la Journée internationale de la femme, nous avons fait le choix de faire une piqûre de rappel sur le phénomène qui gangrène notre société. Konsun Koulibaly et Jean-Emmanuel Ouedraogo. Elle s'appelle Diko Djeneba Ama, 16 ans, élève en classe de 3e au lycée départemental de Bani dans le Sahel. Son cursus scolaire a bien failli s'arrêter en classe de 6e. Elle avait alors 13 ans, l'âge idéal du mariage ici. Son histoire, elle a du mal à la raconter elle-même. C'est cette dame, point focal de la lutte contre les violences faites aux femmes dans le Sénon, qui nous la raconte. Les parents s'y sont concertés et on a fait les fiançailles à une hauteur de 180 000 francs. Donc elle est restée, après l'ouverture, 1 mois, elle n'est pas venue à l'école. Elle avait 13 ans. Et le maire de la commune de Bani, et en collaboration avec les agents de changement, ils ont fait appel, ils ont convoqué les parents de l'enfant. La mère de la fille, son père et puis son oncle. Ils sont venus à la mairie et la mairie a intervenu pour pouvoir sauver la fille du mariage. Dans son village de Thierbiel, Djeneba nous apprend qu'elles étaient 14 filles admises au CEP en 2012. Elles ne sont que 2 à poursuivre des études secondaires. Les autres ont été mariées, certaines ont même déjà 2 enfants. Son rêve aujourd'hui, avoir son BEPC et devenir enseignante. L'histoire de Djeneba relève toutefois de l'ordinaire dans cette région. C'est ce qu'on vit parce que c'est notre culture. Notre culture même, la fille ne vaudra même pas, va pas valoir 13 ans pour avoir un mariage. Et c'est même un honneur pour nous qu'une fille à 10 ans, elle est fiancée et elle est mariée à 13 ans. Nous sommes ici au collège Soudou Andal de Dori, un internat pour filles dirigé par des religieuses. Ce dimanche est jour de lessive pour les pensionnaires. Elle, c'est Diallo Roukiatou, 14 ans, élève en classe de 6e, originaire du village de Débéré Talata. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elle est la toute première fille de son village à atteindre la classe de 6e. Là également, au bout d'intenses négociations, car le réflexe des parents, c'est de marier les jeunes filles avant le collège pour éviter qu'elles ne s'échappent. Y compris les leaders et nous, nos forces, on a conjugué et on a pu reporter le mariage de cette fille-là.
Et avec l'appui de l'UNICEF, l'UNICEF a payé l'internat de cette fille. C'est ça notre grande chance. Je suis allée dans ce village avec une de mes consoeurs. Le constat était vrai. Nous avons vu ces demoiselles dans la classe avec leur foulard. Nous avons échangé avec l'enseignant qui nous a confirmé ce que nous avions appris. Roukiatou a échappé de peu à un mariage précoce. Elle a conscience de sa chance. Ce qu'elle veut dire encore aux parents, que de laisser leurs parents, leurs enfants, pour étudier au lieu de se marier. Parce que si tu te maries, tu laisses ton école, tu vas aller seulement souffrir. Il n'y a pas de Je suis venue ici, je ne savais pas, mais j'ai trouvé des filles comme moi. Vraiment, c'est un centre très intéressant. J'ai pu étudier comme j'étudiais dans mon village. J'ai pu avoir ma moyenne du premier trimestre et du deuxième trimestre. Vraiment, je suis très contente. Je ne savais pas que c'était comme ça. Le mariage des enfants est un phénomène qui plonge ici ses racines dans la culture, mais aussi dans la religion, car ce sont les imams qui célèbrent ces unions. Celui de Bani est cependant en avance sur les autres. Si on m'amène une fille chez moi pour le mariage, je m'informe. Et si elle n'a pas 17 ans, je ne célèbre pas l'union. Les parents, quant à eux, se défendent. Leur plus grande hantise, c'est qu'une fois au collège, leurs filles reviennent avec une grossesse, le déshonneur suprême. Mais le mariage des enfants ne saurait être une solution. En plus de l'échec scolaire, ses conséquences sur la santé des jeunes filles sont multiples. Le port du faso d'Anfani a suscité moult débats avant la commémoration de cette fête du 8 mars. Le comité d'organisation du Danfani Fashion Week a choisi de magnifier le savoir-faire local à travers une soirée de gala. Les tisseuses et les créatrices ont été mises en lumière dans la nuit du 7 mars à Ouagadougou. Reportage Koualen Ebié, Oumar Zombré. Le faso d'Anfani magnifié à la soirée gala d'Anfani Fashion Show. Défilés de mode et prestations d'artistes ont rythmé cette célébration du pain local. Blanche Toé est la première à ouvrir le bal du défilé avec sa collection Cotonnade du Faso. Puis, s'en sont suivies plusieurs autres créatrices, toutes de renommée nationale et internationale, avec des collections aussi riches que variées. J'ai beaucoup apprécié le gala et je profite de votre micro pour féliciter les créateurs, les tisseuses et même les mannequins qui ont su mettre en valeur le faso d'Anfani. Le Danfani Fashion Show est une vitrine d'expression des femmes et de leur savoir-faire. Il s'inscrit dans le même cadre que le Danfani Fashion Week. Comme le salon qu'on a eu à organiser, c'est vraiment promouvoir la qualité dans la confection des pagnes. C'est vrai qu'on a dit que le Danfani, sa qualité ne se pose plus, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant. Donc on incite les gens à être encore plus créatifs et à vraiment innover le maximum possible. Au cours de cette soirée gala, des prix d'encouragement ont été décernés aux tisseuses qui se sont illustrées dans la qualité de leurs produits. Et puis le sport n'est pas en reste en cette commémoration. L'association Avancée avec elle a organisé une course à pied à laquelle ont participé plus de 500 femmes burkinabais. Le premier prix est revenu à Samatou Tindé, mais les autres n'ont pas démérité, nous disent Koualen Ebié et Jean-Modeste Ouedraogo. Mardi 8 mars 2016, il est 8 h. Devant le palais de Sa Majesté le Moronaba, plus de 500 femmes ont répondu à l'appel de l'association Avancée avec elle. Au menu, célébrer la journée internationale de la femme très sportivement. Sur la ligne de départ, des athlètes d'un jour et aussi confirmés sont prêts pour aller à l'assaut d'un circuit fermé de 8 km. À la clé, une moto a gagné. Les athlètes venus des 4 coins du Burkina Faso et du monde entier quittent le stade municipal, se dirigent vers le lycée Bambata avant d'emprunter l'avenue Oumarou Kanazoué. Après 1 kilomètre, le peloton s'étire petit à petit, avec en tête une jeune fille venue de Banfora, Samatou Tendé. De l'avenue Bassawarga en passant par l'avenue Kwame Nkrumah, Samatou maintient son allure insupportable pour ses concurrentes.
C'est fort logiquement qu'elle traverse la ligne d'arrivée en 31 minutes. Elle est suivie de Pélagie Rektumda et Ouattara Christine. Samatou Tende confirme qu'elle est une valeur sûre de l'athlétisme burkinabé. Elle reçoit des mains de Sa Majesté le Moro Naba une moto et la médaille d'or. En démarrant, les gens étaient en train de courir très vite. Donc moi je me suis ralenti un peu. Après ils sont fatigués. Moi je me suis démarré. Vous savez que le 8 mars c'est la fête de la femme, mais ce n'est pas seulement que pour les femmes. Il faut que les hommes les accompagnent aussi pour que la fête soit plus belle. Pour la Ouagalaise, c'est un honneur pour moi de soutenir cette initiative. Et en toute chose, c'est la femme qui est au devant avant que l'homme ne suive. Toutes les participantes ont reçu des bons de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein. On ne s'attendait vraiment pas à ce public et les femmes ont adhéré. Contrairement à ceux qui pensaient que ça allait peut-être empiéter au défilé ou à la cérémonie officielle, franchement les femmes ont adhéré à l'idée de faire du sport le 8 mars. À côté de la compétition, une séance d'aérobic bien rythmée a mis fin à la manifestation au grand bonheur des femmes. À l'occasion de cette journée internationale de la femme, la couverture médiatique de la télévision nationale se limitera aux commémorations nationales et régionales. La RTB s'excuse auprès de toutes ces associations qui la solliciteraient pour la couverture de leurs activités car elle n'est pas en mesure de les honorer. Autre point de l'actualité, Lionel Zinsou et Patrice Talon au second tour. La Commission électorale nationale autonome a enfin parlé. Le président de la Sénat a annoncé à 3 heures de ce matin, temps universel, les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Le point avec nos envoyés spéciaux Adama Guiti et Pascal Canet. Il n'y aura pas de coup KO au Bénin. Ce matin, aux environs de 4 heures locales, 3 heures temps universel, le président de la Sénat apparaît enfin devant les journalistes pour annoncer les grandes tendances de l'élection présidentielle du 6 mars. Sans grande surprise, ces résultats confirment les forces en présence. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Sébastien Germain Adjavon, 693 492 voix, soit 23,03%. L'Union africaine salue la leçon de démocratie donnée par le peuple béninois à l'Afrique et au monde. Malgré quelques manquements dus essentiellement au retard d'ouverture des bureaux de vote et les problèmes de carte d'électeur, les observateurs sont satisfaits du déroulement des opérations de vote. Même son de cloche du côté de la CEDEAO. Grosso modo, je pense qu'on peut se réjouir du caractère pacifique, calme, transparent de ces élections. Et malgré quelques petites difficultés qui ont été notées ça et là, grâce au dialogue et à l'ouverture et à la flexibilité des autorités en charge des élections, toutes ces difficultés ont pu être surmontées. Ce qui est important également, c'est que chaque Béninois a eu l'occasion, l'opportunité d'exprimer sa voix. Le prochain challenge pour le Bénin est de réussir le second tour qui met aux prises Lionel Zinsou, le candidat de la coalition au pouvoir, et son principal opposant, le milliardaire Patrice Talon. Merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.